Dans l'épisode précédent, vous avez deviné combien il est difficile pour un enfant de se construire entre deux énergies contradictoires. Surtout si ces énergies sont représentées par chacun des parents. Parce que quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, il est toujours en opposition avec l'un ou avec l'autre. Donc il se sent toujours à moitié orphelin et il n'atteint jamais le degré de satisfaction qu'on attend de lui. De plus, l'enfant se sent responsable de cette fêlure entre ses parents et il se ronge de culpabilité. Et comme sa survie dépend de la cohésion familiale, il va mettre en œuvre une série de comportements dans l'espoir de se ressouder, de ressouder le couple parental. Alors certains enfants vont développer des maladies pour devenir un centre d'intérêt qui oblige les parents à fonctionner de concert. Et d'autres, tels que moi, vont développer de la révolte, de la désobéissance, de l'indépendance affective, voire même de l'indifférence affective, pour exister à leurs yeux et faire partie de leur univers. En tout cas, c'est comme cela que je vivais les choses à l'intérieur de moi entre 12 et 16 ans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Namur, dans un pensionnat laïque, pour le plus grand bonheur de mon père. C'est presque des vacances si je compare mon nouvel hébergement avec l'internat des filles de la sagesse. J'ai une vraie chambre pour moi toute seule, avec un escalier métallique extérieur qui atterrit à ma fenêtre principale et qui, elle, n'est pas boulonnée. Et on se promène dans les couloirs et on se rend des petites visites les unes aux autres, tranquillement, gentiment. Les surveillants sont deux jolies nénettes sympas, mais qui sont très préoccupées par leur apparence. On leur parle d'égal à égal, ce qui va très vite installer un conflit de pouvoir. Comme l'internat ne fonctionne pas les week-ends, eh bien je prends le train tous les lundis matins vers Namur et je reprends le train tous les samedis midi vers Bruxelles. L'uniforme n'existe pas dans ce genre d'institution. Alors moi, croyant manifester ma liberté, je saute à pieds joints dans ce qu'on appelle alors le blue jeans, qui deviendra à notre insu le nouvel uniforme de la jeunesse pour les 50 années à venir. Mais ça, on ne le sait pas encore. Comme je suis une enfant unique réfugiée dans son grenier, je ne connais pas bien les codes de comportement en groupe. Donc moi, je suis quelqu'un de direct et je dis tout ce que je pense. Ah ah! Mais chez les sœurs, c'était facile. La discipline était tellement sévère, il n'y avait pas de place pour l'interprétation. Soit on obéit, soit on désobéit. Là, c'est tout simple. Alors que lorsqu'il y a plus de laxisme, quand les balises ne sont pas bien définies, l'enfant est amené à prendre des initiatives et qui ne sont pas toujours heureuses. Parce qu'il n'a pas appris ce qui se fait de ce qui ne se fait pas, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Alors ayant une nature trop franche, non calculatrice, très vite j'ai été cataloguée comme une enfant sauvage, indisciplinée et incontrôlable, ce qui une fois de plus anéantissait ma mère qui aurait voulu une poupée Barbie. Une nuit à la fin du mois de septembre, je suis réveillée par un chambard provenant de l'escalier métallique extérieur. Des garçons entrent dans ma chambre et envahissent tous les couloirs. C'est la Saint-Veragen. Et ce sont les étudiants de la faculté de médecine qui viennent rendre visite aux pensionnaires de 6e année. Je tombe des nues. Alors bien sûr, on m'accuse d'être leur complice. Et me voilà confrontée une fois de plus à une injustice inqualifiable. Et la direction décide de m'adjoindre une compagne de chambre pour me surveiller. Voilà. Et dès le lendemain, une fille de 18 ans s'installe chez moi avec tout son barda, ses photos, sa radio, son sèche-cheveux qui fait du bruit et ses bouteilles de martini cachées au fond de sa valise. Me voilà à nouveau confrontée aux inepties de l'autorité. On veut me faire surveiller par une grande qui ne sait pas se surveiller elle-même. Mais cette promiscuité suscite des confidences et cette grande fille connaît tellement de choses que je ne connais pas. Elle a un amoureux, que dis-je, elle a un fiancé qu'elle va épouser dans quelques mois. Et elle est tellement habitée par l'amour
pour ce garçon qu'elle ne peut s'empêcher de me raconter par le détail tous les jeux amoureux qu'elle pratique avec lui. Eh bien, en quelques semaines, j'ai pris 4 ans de maturité. C'est le week-end. Et je farfouille en cachette dans la garde-robe de ma mère pour admirer les nouveaux vêtements qu'elle s'est faits afin d'être éblouissante sur le stand au Salon commercial international du Heysel. C'est là que mon père assoit son entreprise qui est devenue florissante en cette année 1955. Mes yeux restent accrochés à une somptueuse robe moussante, blanche, parsemée de fleurettes pastel. Le haut se finit par une coulisse élastique qui permet de descendre l'encolure pour dégager les épaules. C'est irrésistible. C'est d'une féminité à couper le souffle. Alors j'enfile la robe et je cherche mon meilleur profil en me regardant dans le grand miroir de la chambre de mes parents. Et je décide de descendre d'un étage pour aller me faire admirer. Et je tombe sur mon père qui, dérangé par le froufrou de la soie, abaisse son journal et dit « Tu as l'air d'une bablute ». Ce père, le premier homme de ma vie, celui sur lequel je bâtirai toutes mes références du futur, celui que je chercherai à conquérir ou à punir au travers de tous les hommes que je serai amené à rencontrer dans ma vie, ce père-là vient de programmer en moi un mécanisme de défense qui deviendra compulsif. Ne fais pas confiance aux hommes. Ils ne voient que l'apparence. Il y a les pin-up ou les bablutes. Alors de rage, je remonte d'un étage. J'enlève cette robe ridicule et je casse mon cochon tirelire. J'ai besoin d'argent. Je dois effacer cet affront le plus rapidement possible. Alors je me lance dans les rues de Bruxelles ce samedi après-midi. Quelques pharmacies sont de garde, mais elles sont aux antipodes l'une de l'autre. Qu'à cela ne tienne, je vais marcher des kilomètres et ce sera ma première contribution à mon amincissement. Dans la première pharmacie, j'explique que l'on m'a parlé d'une pilule miracle qui coupe la faim. Le pharmacien me toise. Il me dit le nom du produit et me demande mon âge. 14 ans. Il m'annonce que j'ai besoin d'une ordonnance et de la permission de mes parents. 5 kilomètres plus loin, j'entre dans une autre pharmacie. Le pharmacien me dit « Que désirez-vous, mademoiselle ? Je voudrais une boîte de Minutil comme celle que vous m'avez vendue le mois passé. » « Oui, me dit-il, le pharmacien, avez-vous une nouvelle ordonnance ? » Mais pas de chance, je l'ai laissé à l'internat dans le tiroir de ma table de nuit et je ne reviens pas tous les week-ends. Bien, dit-il, quel âge avez-vous ? 18 ans. Et là, son regard se pose vraiment sur moi. Il me fait un léger sourire compatissant et il dépose la boîte tant convoitée devant moi. Je paye et je m'en cours comme une voleuse. Mes poumons vont exploser dans ma poitrine. Ça y est, je vais pouvoir jeûner et perdre ma graisse de bébé. Alors très vite, je découvre les effets secondaires du médicament qui me met dans un état euphorique et éblouissant. Je ne suis plus que adrénaline. Mon esprit travaille 10 fois plus vite. Je suis en ébullition 18 heures sur 24. Je dors à peine et je fonds comme neige au soleil. Je perds 10 kilos sur le mois. Et je dois m'accrocher au rebord du tableau quand on me demande de faire un calcul devant toute la classe. J'ai 6 de tension. Mais je suis fière de moi. À table, je fais semblant de manger. Je suis devenue une belle jeune fille, toute mince. Mais je ne le sais pas encore. Je viens d'entrer dans un processus que je cultiverai durant 33 ans. Jusqu'à ce que ce genre de médicament soit retiré de la vente. J'ai pris gauze-amphétamine, qui multiplie mon potentiel intellectuel et physique. Pendant 33 ans, je vais abattre des montagnes. Je vais développer 4 ou 5 métiers différents. Je vais créer 3 entreprises et tout cela en plus de mon métier de prof à plein temps. Ma vie a été un tourbillon de créativité. Mais heureusement que je suis née avec une bonne étoile qui m'a toujours surveillée, qui m'a toujours protégée.
sans quoi j'aurais pu me perdre dans cette addiction et devenir tout le contraire de ce que j'ai été. Merci la vie. Merci la vie.